Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde autour du changement climatique et de ses conséquences directes ou indirectes sur les conditions de travail. Moi, je suis Laetitia Zappella, donc je travaille pour le cabinet IPAMA, qui accompagne en fait les acteurs de l'événement, que ce soit sport, tourisme, culture et autres événements professionnels, dans leur transition écologique et sociale. Et c'est moi qui vais animer cette table ronde, en présence de 3 intervenants que je vais laisser se présenter. Donc tout d'abord, monsieur Jean-François Natton, qui est conseiller du CESE au groupe CGT, que je vous laisse vous présenter. Donc, Jean-François Natton, je siège au Conseil économique, social et environnemental, mais j'en dirai un petit mot tout à l'heure, parce que si je demande ce que c'est, j'aimerais, voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir d'où je parle. Et j'appartiens au groupe CGT qui siège au Conseil économique. Merci. Hermine Pellissier-Durossas, que je laisse te présenter. Bonjour, je suis directrice de la transition écologique et de la RSE au PRODIS. Je ne donne pas le titre pour faire plaisir, c'est pour appuyer le fait qu'il est intéressant de constater que les syndicats commencent à intégrer des postes à temps plein sur ces sujets importants, en leur donnant du coup la même importance que les affaires économiques, les affaires juridiques, etc. Donc c'était pas tant pour mettre un galon que pour parler de ce signal. J'ai travaillé avant longtemps en prod, dans la prod de spectacle, et je travaille pour le PRODIS depuis 2 ans, même si le service a été créé il y a à peine un mois. Et le PRODIS, c'est un syndicat professionnel d'employeurs, syndicat national du spectacle musical et de variété, donc c'est l'humour et les concerts. Et on représente les organisateurs de festivals, producteurs de spectacles, gestionnaires de salles et diffuseurs. Et ici, on va dire, comme on a un représentant CGT et du CESE, de la manière qu'il est là pour ouvrir des réflexions suite à des travaux, mettre un sujet en discussion, etc. Moi, je précise que je viens d'un syndicat qui représente les employeurs, mais je suis pas ici dans cette posture-là. C'est-à-dire que on est là pour ouvrir une réflexion, réfléchir ensemble, et de la manière que moi, je ne suis pas la personne qui siège dans les instances. En revanche, je suis la personne qui essaie de pousser des sujets, de les informer, de forcer, entre guillemets, non pas qu'il y ait de la résistance, mais il n'y a pas toujours le temps, forcer des réflexions sur des sujets aussi importants que ceux-là. Merci. Et enfin, Mickaël Petit, que je laisse se présenter. Bonjour, Mickaël Petit, donc je suis directeur technique du Festival d'Avignon, un petit festival du sud de la France, un petit peu impacté par la météo. Et bon, je tiens à dire que je suis arrivé il y a 2 ans, donc voilà, je connaissais le Festival d'Avignon avant en tant parce qu'il y avait des coproductions auxquelles je participais ou autres, et de se retrouver donc responsable, parce que parmi les fonctions de direction technique, il y a évidemment être garant des bonnes conditions de travail des salariés, notamment techniciens, mais aussi d'accompagner la direction sur la conception d'un programme ou d'un projet, d'une édition qui essaye d'intégrer tant que faire se peut les impacts de la canicule. Voilà, je pense que j'ai 2-3 petits retours d'expérience à partager avec vous. Et en tout cas, c'est un sujet. Enfin, la nouvelle direction du Festival d'Avignon dont je fais partie, c'est depuis son arrivée que c'est un des enjeux et qu'on est à un carrefour sociétal, et que le Festival d'Avignon, de par aussi on va dire la symbolique qu'il représente, on va essayer de faire avancer les choses. En tout cas, on y est contraint aussi, mais c'est pas au-delà de la contrainte, c'est aussi une volonté d'essayer voilà, de faire avancer l'accompagnement de ce sujet qui nous impacte assez fortement. Voilà. Du coup, cette table ronde, elle va se dérouler en 3 temps. Un premier temps où M. Natton va nous présenter en fait son rapport, l'avis du CESE, travail, santé et environnement, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, un temps d'échange entre les 3 intervenants. Et ensuite, on laissera 20 bonnes minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter si vous en avez qui vous parcourent la tête. N'hésitez pas à les noter pour vous en souvenir après. Et après, pouvoir les poser, il y aura un micro qui fera tourner. Voilà. Du coup, je vous laisse la parole, M. Natton. Alors donc, rebonjour. Alors, oui, d'où je cause. Alors, cet avis, il a été voté à l'unanimité.
Ça veut dire que l'ensemble des organisations qui composent le Conseil économique et social et environnemental se sont accordées sur ce texte. Moi, j'en suis que l'humble rapporteur, mais c'est le fruit d'un travail collectif et qui a été validé, je veux dire, par l'ensemble des conseillers et conseillères. Alors, le CESE, c'est quoi ? C'est la 3e assemblée de notre encore belle République un peu malmenée en ce moment, mais il y a le Sénat, l'Assemblée nationale et le CESE. Et le CESE, Conseil économique, social et environnemental, il est composé, c'est où siège ce qu'on appelle dans notre jargon la société civile organisée. En clair, les organisations syndicales, patronales, le monde de l'agriculture, les environnementalistes, enfin les associations. On est 175 et on a la prétention d'être une mini-France, étant donné que par la diversité de qui nous sommes un peu en forme de petits concentrés. Voilà. Et ce CESE a aussi le devoir d'être dans une dynamique de participation citoyenne. Et donc on participe à nos travaux sous des formes diverses, dont le tirage au sort, ce que je mets toujours entre guillemets, des vrais gens, c'est-à-dire des personnalités qui vont, des citoyens et citoyennes, qui vont être désignés ou à qui on va demander de participer à nos travaux. Donc on a aussi cette... Et puis c'est au CESE qui a eu les 2 conférences, la première sur le climat, qui était plus organisée par le gouvernement, sur la conférence citoyenne sur la Convention citoyenne sur le climat. Et la deuxième qui a été là, c'était plus nous qui étions à la manœuvre, la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et où là, ce sont des citoyens et citoyennes qui participent directement à l'élaboration de préconisations. Alors cet avis, donc le rôle du CESE, là aussi c'est une expression, on est la chambre du premier mot. Notre fonction, en fait, c'est d'éclairer les pouvoirs publics, et notamment le gouvernement. Donc par nos travaux, ils anticipent, ou ils devraient anticiper la loi, s'ils étaient lus et pris en compte. Donc la grande difficulté, c'est que actuellement, mais même un peu avant, mais encore actuellement, c'est un peu compliqué d'être, même quand c'est voté à l'unanimité, d'être écouté. Mais bon. Donc, et cet avis, c'est le premier qui va prendre le sujet climat par le travail pour poser les enjeux de santé. Il y a eu des travaux sur l'impact, les problématiques climatiques, mais celui-ci, le choix a été d'entrer par le travail. Alors le choix, il a été entré par le travail, c'était une petite discussion qu'on avait en vous attendant. Globalement, on peut faire le constat que depuis une quarantaine d'années, on s'est beaucoup concentré sur l'emploi, bataille du chômage. On est très revendicatif sur les enjeux du salaire. Mais tout ça a pu se faire au détriment du travail lui-même. Et qu'il est d'une urgence absolue de remettre, en fait, le travail au centre du débat social et du débat politique et du débat aussi syndical, et que l'urgence climatique nous impose, d'une manière féroce, de re-questionner en fait le travail, son organisation, son sens, sa finalité. Voilà. Donc il y a tout, et donc cet avis s'inscrit, dans cette dynamique de mise en débat. Voilà. Et puis on a donc cet avis, il va être notre rôle, c'est de faire des préconisations. On n'impose rien, c'est pas nous qui faisons la loi, c'est pas nous, donc c'est des préconisations. Donc on a 17 préconisations dont j'ai l'audace et la prétention de
dire qu'elles sont assez cohérentes, voire très cohérentes, parce qu'elles alternent ce qu'on pourrait appeler une vision panoramique, macro, sur les grands enjeux qui sont à l'œuvre dans la tempête là, qui est là, et puis qui va s'accentuer. Donc on a une vision de réflexion globale, notamment traversée par ce que dans le jargon on appelle le concept d'exposome, c'est-à-dire la plurifactorialité des expositions, qui vont impacter la santé et qui vont s'accélérer avec le dérèglement climatique. On a toute une série de travaux qui ont été menés à des températures données, mais on n'a jamais eu de travaux sur les conséquences de peinture, de solvants, enfin de produits chimiques à des températures au-delà de 40. Donc on ne sait pas, voilà, on ne sait pas les interactions. Alors on a beaucoup travaillé. Alors là c'est l'ANSES, hein, enfin les premiers qu'on a auditionnés. Enfin non, le premier qu'on a auditionné pour ouvrir les travaux, j'ai invité Alain Supiot parce que j'avais besoin que la commission entende une vision. Vous connaissez Alain Supiot? Si vous ne connaissez pas Alain Supiot, c'est compliqué. Mais bon, c'est un des penseurs, on va dire, des chercheurs qui a pensé la globalité des situations de travail et de l'interaction avec les situations. Donc il y a besoin un peu de prendre de hauteur. Et puis la deuxième audition qu'on a eue, c'est avec l'ANSES, donc l'ANSES c'est l'agence nationale, enfin bon, c'est l'agence qui travaille les enjeux de santé est liés au travail, mais pas que. Et donc l'ANSES avait fait en 2018 un travail d'analyse sur les conséquences d'une augmentation de la chaleur. Alors ces travaux n'avaient pas eu beaucoup d'écho, parce qu'il n'y avait pas encore fait très chaud. Mais là, les 2 étés qu'on vient d'avoir font qu'il y a des accélérations dans les prises de conscience. Donc 17 préconisations qui vont, je vais dire, de réfléchir sur ce qu'on appelle la santé globale. Parce que notre pays est depuis très longtemps, on pense santé publique, santé au travail, aujourd'hui santé environnement, mais nous, l'humain, il n'est pas en tranche, et donc il y a besoin d'organiser, je veux dire, une stratégie de santé à partir du travail dans une vision globale. Donc il y a une série de préconisations pour modifier en fait le comportement des ministères. Il y a 3 ministères sur le coup, plus si vous êtes fonctionnaire, t'as encore le ministère. Enfin bon, voilà. Donc et c'est vrai que l'enchevêtrement administrativo est un frein à cette stratégie globale. Donc, par exemple, il y a une préconisation. Alors ça fait peut-être, mais bon, dans notre République, que ce soit au niveau du Premier ministre, que soit travailler cette question d'approche globale dans ce changement climatique. Et puis on a toute une série de réflexions sur les formations. Et là, on a une préconisation pour porter formation commune. C'est-à-dire qu'on est face à des événements qu'on n'a pas les uns et les autres anticipés. Quand je dis les uns et les autres, tant du côté patronal que du côté syndical, que du côté, j'aurais dire, donc on est quand même un peu ignorant. Donc on a besoin de monter en compétences ensemble. Et donc moi je préconise que la montée en compétences, autant la faire ensemble, patronat et syndicats, pour pouvoir comprendre les enjeux, les partager, pour pouvoir agir, dans une stratégie qu'on pourrait qualifier de rassembler, ce qui n'empêchera pas d'autres conflits sur d'autres sujets, mais au moins sur celui-ci, qu'on trouve parce que poser la question de la transformation des situations de travail, ça demande un peu d'effort. Cet avis, il est traversé par cette nécessité de l'adaptation. On va être obligé de s'adapter. Mais il n'y aura pas d'adaptation. Il ne peut pas se concevoir une adaptation sans atténuation. On a tous compris, je pense, que c'est l'activité humaine, et donc le travail, qui est la cause de ce qui nous arrive dessus.
Et si le travail est la cause, il doit être la solution. Et donc le travailler autrement est posé. Et le travailler autrement pour tous, pas seulement celles et ceux qui sont impactés par leur fonction, et on va y venir dans le débat, parce qu'ils sont dehors, parce qu'ils sont dans des conditions... pas que, tous. C'est l'ensemble du monde du travail qui doit travailler autrement pour atténuer les effets du travail sur le climat. Donc c'est un changement total. Et dans ce changement total est posée la question du ralentir. Donc la question, mais bon, et là on est plein dans le... Hein, mais comment on se calme? Peut-être avons-nous été, moi, un pas trop loin dans des formes d'accélération qui font que c'est en train de nous péter à la gueule. Excusez-moi d'être... voilà. Bon, donc il y a ça aussi dans la vie. Et puis il y a toute plus qu'une interrogation, disons une remise, une nécessaire remise en débat de ce qu'on appelle les ordonnances Macron, qui ont dévasté, on va dire, la fonction des représentants du personnel. Alors, je ne connais pas trop bien votre secteur d'activité, comment c'est organisé, mais les élus, la disparition des CHSCT, élus, on a tout concentré au même endroit, les élus, ils sont eux-mêmes en burn-out, en souffrance au travail, puis en plus tu vas leur demander maintenant de s'occuper des enjeux climatiques, donc ils n'arrivent déjà pas à faire, je vais dire, leur boulot. Donc là, il y a un vrai re-questionnement. Alors c'est pas pour remettre du CHSCT, c'est pas pour refaire ce qui était, mais il y a quand même un vrai sujet sur les moyens et le grand débat de la proximité. On ne peut pas... donc ça, c'est aussi pour le syndicalisme. Hein, c'est pas que le patronat là, qui est un... comment on va revenir à un syndicalisme de proximité, un syndicalisme du travail. On ne peut pas parler de transformation du travail sans connaître le travail. Et donc là, il y a je vais dire, un renversement à avoir, je vais dire, à engager sur je vais dire, la réalité de ce qui est pour le transformer. Et qui mieux que celui qui fait, qui sait? Et donc, il y a tout un passage, enfin le plus beau passage, sur le nouvel âge de la démocratie au travail. On ne peut plus concevoir je vais dire, les organisations du travail sans la participation consciente de celles et ceux qui travaillent. Les travailleuses et les travailleurs. Donc c'est la question du pouvoir d'agir qui est posée. Et donc, oui, les élus et mandatés, mais les travailleuses et les travailleurs surtout. Il n'y aura pas de transformation sans participation consciente des travailleuses et des travailleurs. Donc, il y a une préconisation, la 17, après je vais arrêter, la 17, la dernière. Vous savez que le Code du travail, nos aînés, nos grands aînés, il y a 9 principes de prévention qui sont inscrits, 9 principes généraux de prévention qui rythment ce qui devrait être la prévention dans notre pays. Vu l'état des accidents du travail et de la mortalité, on peut dire que ces 9 principes ont du mal à exister, à être, voilà. Et donc on préconise un 10e principe, l'écoute des travailleuses et des travailleurs, pour mettre en œuvre les 9. Mais pour mettre en œuvre les 9, il faut entendre et comprendre ce qui se joue dans le travail, et ça ne se passe que par la parole de celui qui fait. Voilà, c'est notre contribution en fait au débat. Alors je dois dire, alors j'arrive avec un bien corné parce que c'est un des avis du CESE où on est le plus sollicité actuellement à présenter. Et là, moi, je remercie beaucoup et je salue votre profession, la dynamique de la profession, de vous poser qu'on se pose collectivement, parce que les réponses sont pas évidentes. Et donc, il y a, je trouve ça aussi très intéressant, l'IGAS, alors vous savez ce que c'est, l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, donc c'est ceux qui sont censés savoir. J'ai été sollicité par l'IGAS à présenter l'avis, donc c'est intéressant. Santé publique France,
qui est l'organisme en charge de la politique de santé, a réuni en septembre, leur première réunion de rentrée de l'équipe de Santé publique France sur ces questions de santé, environnement, travail. On souhaitait que je leur présente l'avis. Parce que, voilà, et l'ANACT, donc c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, il y a eu plusieurs présentations de l'avis. On fait le tour des régions. Et vous? Voilà, tout à l'heure, je vais être dans un autre lieu. Donc, enfin, voilà, parce que le débat, il faut qu'il soit là et il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble pour nous adapter en atténuant. Sinon on a tout faux. Merci beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé, l'avis est entièrement disponible en ligne avec une synthèse, si vous ne voulez pas avoir les 148 pages, mais c'est intéressant aussi parce qu'il y a pas mal de schémas qui peuvent être intéressants à consulter. Du coup, Michael, vous, quand vous entendez en fait tous ces éléments-là, et surtout quand on voit la carte qui est ici, j'imagine que vous êtes dans les premiers concernés avec le Festival d'Avignon. Est-ce que vous pouvez nous partager en fait certaines des adaptations que vous mettez en œuvre? Oui, mais je suis en train d'aussi intégrer ce que mon voisin vient de dire, et ça m'a fait évidemment prendre conscience de 2 ou 3 points en lien direct avec ce qu'on va aborder. C'est qu'en fait, là, à l'heure actuelle, il y a une chose qui est partagée par tout le monde, c'est qu'on se prend, on se prend un changement climatique et on sent que ça monte. Moi, j'ai vraiment senti, parce que comme je le disais tout à l'heure, et c'est important, c'est pour ça que je voulais le dire, c'est que ça fait. J'ai emménagé à Avignon en fait en mai 2022. Donc la première édition à laquelle j'ai assisté, j'étais en période de transmission avec mon prédécesseur qui partait en retraite. Et c'est une année où il y a eu une alerte canicule. Et là, même les Avignonnais, qui sont pourtant rompus à la chaleur, au bout de 4-5 jours, 6 jours, là, il y avait vraiment, pour ceux qui n'avaient pas encore pris conscience dans la nouvelle direction, là, c'était fait, c'était chose faite. Donc voilà, ça, c'est indéniable, il y a un impact. Ensuite, je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est le Festival d'Avignon, donc beaucoup de travail en extérieur, beaucoup de lieux installés, des changements de plateaux, etc., etc. Donc comment on accompagne ça pour essayer de limiter l'impact climatique sur les conditions de travail? Alors les premières mesures concrètes ont été de phaser le montage des lieux différemment, c'est-à-dire parce que 78 éditions de Festival d'Avignon, il y a une certaine routine qui se met en place et donc ça vient impacter et questionner la routine. C'est-à-dire on va pas forcément équiper les lieux de manière territoriale, en disant aujourd'hui on fait tel cloître, demain on fait ça, etc., etc. C'est plutôt un patchwork entre l'ombre, la lumière, etc. Donc on va faire un bout de travail à l'ombre le matin et l'après-midi on va repasser plutôt dans tel gymnase, etc. Donc c'est une énorme gymnastique. Évidemment, essayer d'aménager les horaires pendant les périodes de montage. Donc tout ça, c'est entre guillemets relativement simple, et je mets beaucoup de guillemets. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est que il faut prendre aussi de la hauteur sur ces questions-là. C'est que un festival, forcément, c'est aussi une programmation, un public. On ne peut pas juste se préoccuper de la santé des travailleurs, il faut aussi se préoccuper de la santé du public. Donc une des premières mesure aussi que, avec la nouvelle équipe de direction, on a pris, c'est de supprimer tous les spectacles l'après-midi. C'est-à-dire des spectacles le matin, autour de 10-11 heures, avant que ça devienne, avant d'atteindre le pic, et reprendre des spectacles plutôt à partir de 18h, 19h. Parce que les spectacles à 16h, évidemment, recours à la clim et tout, donc déjà, il faut être cohérent, comme disait monsieur. Tout ça, c'est notre activité qui génère tout ça, donc il faut aussi qu'on ait une réflexion sur notre activité, il faut avoir une cohérence dans tout ça, essayer. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on va mettre un spectacle à 16h dans une salle climatisée que le public ou les travailleurs vont pas être, les collègues de la billetterie ou autres, vont être exposés à 15h ou à 16h aux pires heures de la journée. Donc voilà, donc pour moi,
pour revenir sur le débat, ce que ça me remplit un peu d'optimisme quand même, parce qu'il faut essayer de regarder ce que j'entends. Il faut effectivement les clés, elles sont là. C'est d'avoir une réflexion globale sur toutes ces questions. C'est-à-dire, c'est dans le cadre d'un festival. Je pense que Hermine en parlera aussi que moi. On peut pas dissocier la finalité de ce qu'on fait. Enfin, on est vraiment des moments où il va falloir. Et c'est pas moi tout seul qui aura la clé. C'est vraiment une réflexion collective. Comment on peut, avec tous ces paramètres, faire évoluer. Oui, on est vraiment des questions. Moi, j'avoue que depuis 2 ans, je me pose énormément de questions sur. On sent qu'on est à un carrefour, que si on veut, c'est une transition écologique, mais c'est pas que, c'est une transition sociétale en fait. C'est voilà le festival d'Avignon, comme d'autres festivals, c'est vraiment le symbole d'un festival 30 glorieuses quoi. Voilà, on vient tous, c'est congés payés, etc. Là, on change d'époque et à nous d'être suffisamment voilà, conscient de tous ces enjeux-là pour collectivement ne pas voilà, ne pas arrêter ces choses-là, ne pas mettre en danger ni le public ni les gens. Enfin, je me rends compte en parlant avec vous que c'est quelque chose qui est vraiment très profond parce que ça vient toucher le sens même de ce qu'on fait, quoi. Et en même temps, on sait qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas très éco-responsable un festival en fait. C'est objectivement, on fait venir des artistes du monde entier, on fait déplacer, voilà. Mais bon, voilà, une fois que ça s'est posé, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus, notamment sur les transports. Un chiffre qui est très parlant. On s'est rendu compte dans l'analyse de nos publics, parce que le plus gros impact carbone d'un festival, enfin d'un événement, c'est souvent les flux du public. En fait, 60% de notre public vient du Sud, région PACA, Occitanie, etc. Mais par contre, il n'y a pas de maillage, les TER, etc. ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que quelqu'un de Nîmes ne peut pas forcément venir au Festival d'Avignon et repartir à 1h du matin ou 23h. C'est bagnole. Donc forcément, bagnole, parking, etc. Donc à un autre niveau du Festival d'Avignon aussi, on essaie de peser tout notre poids pour qu'il y ait une prise de conscience sur voilà, sur les transports des gens, parce que c'est un tout, et on va s'y attacher, on va s'y atteler. Merci. Et du coup, Hermine, par rapport à ce que tu disais, Mickaël, est-ce que c'est aussi un sujet que vous sentez monter, à la fois en fait tous ces questionnements qui peuvent se poser sur les conditions de travail, l'adaptation, et également peut-être aussi un côté anxiété sur comment on va s'adapter, comment on va maintenir notre activité au final? Alors déjà, je trouve que c'est tellement intéressant d'être là. J'espère que c'est de réfléchir à ça, d'entendre ça, d'avoir des temps où on s'interroge sur la notion de travail, sur la notion enfin voilà, de changer tout ça. Moi, la question de l'adaptation, c'est une question que j'essaie beaucoup de pousser parce qu'elle est difficile à attraper. Juste pour remettre, avant de répondre sur l'anxiété, rapidement les mots, on a parlé d'atténuation et d'adaptation. C'est 2 mots-clés dans les questions de changement climatique. C'est 2 mots-clés qui sont beaucoup utilisés par le GIEC. Et c'est les 2 jambes qu'on doit employer aujourd'hui. Juste rapidement, tout ce qu'on appelle atténuation, c'est tout ce qu'on peut faire pour limiter le changement climatique. Donc en général, on raisonne depuis aussi longtemps que possible, pas assez longtemps, sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour atténuer. Comment émettre moins de carbone, comment, etc., de manière à ce que la situation soit la moins pire possible. Et on essaie là au maximum, et c'est aussi d'amener en parallèle la question de l'adaptation. L'adaptation, c'est dire quoi? C'est dire, de toute façon, les températures des 30 prochaines années, elles sont déjà écrites. De toute manière, il y a des changements dans le cadre des crises environnementales et climatiques qui sont déjà irréversibles. Donc la société et le travail doivent admettre ça et se préparer à ça et planifier ça, en évitant ce qu'on appelle la maladaptation, qui est de dire, la clim par exemple est un exemple de maladaptation. Si je m'adapte à la chaleur en mettant la clim, j'augmente
les effets sur le réchauffement climatique, et donc je nourris l'augmentation des températures. Pardon, c'était juste pour reposer ça, parce qu'on va souvent se servir de ces mots atténuation et adaptation, et c'est important de les avoir en tête. Et moi, j'ai essayé d'organiser pas mal, régulièrement dans les événements, les festivals, etc., des tables rondes sur les questions écologiques, et notamment sur la question de l'adaptation, pas pour oublier d'atténuer, mais parce qu'elle n'est pas suffisamment visible. De la même manière que la question du travail et du règlement climatique, elle n'est pas assez visible. Pardon, voilà. Donc, tu me posais la question de l'anxiété. En fait, j'ai lu avec intérêt, alors pas les 148 pages, mais un gros bout. Et puis aussi l'étude préalable, l'enquête préalable qui a été menée, qui s'appelle Climat et Travail. Et en fait, on pose la question de l'anxiété par rapport aux changements environnementaux dans le cadre du travail. Et 37% des personnes interrogées déclarent qu'il y a un lien entre les deux et qui s'y trouvent anxieux. Ça veut dire aussi, et je pense qu'il y a plus de gens qui sont anxieux dans leur vie privée, c'est-à-dire qu'il y a encore et on l'observe aussi dans l'action, c'est-à-dire que quand on demande, nous, aux dirigeants, êtes-vous concerné par les questions environnementales dans votre vie privée, et êtes-vous concerné dans votre vie professionnelle, le taux, il chute, en fait. Et il chute pas parce que les gens sont... Enfin, il y a une sorte de... Comme si quand on passait la porte du travail, on arrivait soit dans un endroit sécurisé, dans un endroit où ça n'existe pas. Or, on n'est pas découpé en tranches. Moi, dans mon quotidien, alors parce que mécaniquement, je suis plus en relation avec les dirigeants, l'anxiété que je vois, elle est grandissante, elle est très forte, mais elle est plutôt sur comment je vais faire, par où je commence, c'est quoi transformer mon entreprise, quelle viabilité économique il y a au bout, parce qu'il se trouve qu'on est dans un secteur privé, mais la question, elle se pose pour tout le monde, c'est-à-dire non seulement il faut tout faire autrement, il faut savoir comment on va faire, il faut savoir où on va, il faut l'apprendre, il faut le mettre en œuvre dans le dialogue avec les salariés, parce que sinon ça ne marche pas. Mais en plus, comment on va bouffer à la fin, et donc, ils ne savent pas, en fait. Et donc, ils tournent en rond, et l'anxiété, elle est là. Par où je commence et comment je fais. Pardon, parce que je voulais... et après, la notion d'anxiété, parce que je me le suis noté là parce qu'on en avait parlé. Nous, moi, avec mon petit bâton de pèlerin, on essaie beaucoup de travailler ensemble sur, je vous disais, atténuation, adaptation, sensibilisation. C'est vraiment, on essaie de faire feu de tout bois pour que partout, ça devienne un sujet essentiel. Le ramener partout, dans tous les comités d'élus, dans notre syndicat, dans tous les événements, dans tous les festivals, dans toutes les tables rondes, en parler. Ben ça génère de l'anxiété, en fait. Et donc, on s'est dit, est-ce que je participe à l'éco-anxiété générale ? Mais comment on fait pour... Et de la même manière, du coup, dans les outils et dans les modalités de débat, de sensibilisation qu'on va choisir, j'essaie de faire attention à ne pas prendre des outils qui accélèrent et qui augmentent l'état d'anxiété. Par exemple, on parle beaucoup des fresques pour le climat. C'est un outil génial. C'est un outil qui est très utilisé. C'est un outil coup de bambou dans la tête, en fait. Et du coup, la faire comme ça et dire aux gens, et surtout bonne soirée, on se revoit demain, on a une réunion, c'est pas possible en fait. Donc la faire, oui, mais la faire en se disant comment on en discute après, comment est-ce qu'on cherche des solutions ensemble après, comment on intègre ça dans le sens de notre entreprise, de nos objectifs, de notre travail, de notre quotidien. Donc voilà, pour moi, l'anxiété, elle est côté entreprise et entrepreneur. Où est-ce que je suis, comment je vais tout changer, qui c'est qui me tient la main pour le faire, et est-ce qu'il y a une viabilité économique à tout ça ? Enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais la question pile dérèglement climatique et événements de plein air, elle pose la question de la viabilité de ces événements. Donc il y a aussi, est-ce qu'on va continuer à pouvoir exister et puis la question de, voilà, à mesure qu'on sensibilise, est-ce qu'on génère de l'anxiété, et comment est-ce que on fait en sorte de l'accompagner de quelque chose qui nous mette en action. Voilà, parce que l'action, elle est indispensable, mais aussi parce qu'elle désangoisse. Merci. Et est-ce que du coup, on a beaucoup parlé des coups de chaleur, on parle de l'anxiété aussi, mais du coup, il y a peut-être d'autres enjeux liés que les coups de chaleur et d'autres adaptations liées à d'autres conséquences du changement climatique que uniquement les coups de chaleur. Est-ce que vous voyez d'autres sujets, en fait, pour vous, en termes qu'il faut prendre en compte dans les conditions de travail, finalement, d'adaptation des conditions de travail liées finalement au changement climatique, au-delà des coups de chaleur ou éventuellement de l'anxiété ? Un autre impact, c'est l'impact donc pour les événements de plein air en zone de montagne inflammable, par exemple. Nous, on avait eu la bonne idée de quand même de faire 2 spectacles dans des massifs forestiers au moment où forcément le taux d'hygrométrie, etc. On était vraiment voilà, c'est effectivement que je pense que il y a enfin là
je suis certes en intervenant, mais là, je viens aussi de prendre conscience de deux ou trois. Je pense qu'il y a il y a un certain déni, effectivement, sur l'évolution drastique auquel on est confronté et qu'il faut vraiment sérieusement questionner le modèle. Et on est vraiment au cœur de ça, mais tout en étant aussi en train de préparer une autre édition. Donc voilà, la première décision qu'on a prise, c'est qu'on arrête de faire ces spectacles dans certaines zones parce que c'est très compliqué de savoir. On sait que ça va pas s'arranger en fait. On sait pas à quelle date ça va être faisable, etc. Donc on garde quand même évidemment beaucoup de lieux de plein air. Notamment la carrière de Boulbon, mais qui par contre bénéficie d'un développement raisonné aussi avec les élus locaux, où il y a un vrai partenariat, enfin un vrai partage de vision de ce que doit devenir ce lieu extérieur, mais qui bénéficie d'une proximité du Rhône. Enfin, on est en train de travailler sur des choses de fond, mais par contre, on avait essayé aussi comme réponse aux conditions climatiques de proposer au public des randonnées avec voilà, changer un peu le modèle du spectacle frontal, etc. D'avoir un impact le plus petit possible sur la nature, d'emmener des gens dans une proposition artistique en forme de déambulation, mais dans un massif forestier. Et on se dit, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de contredire ce qu'on est en train d'essayer de défendre, etc. Bon, c'était une expérience assez merveilleuse, mais qui restera pour l'instant un peu, en tout cas, unique. Mais voilà, le principal, vraiment, et c'est vrai que c'est super d'avoir ce débat à cet endroit des JTSE, c'est que effectivement, on est en train de, voilà, il y a une prise, enfin moi je sens une prise de conscience chaque 6 mois qui passent, il y a quelque chose il y a un cran qui est passé, quoi. Mais il est grand temps qu'on ait effectivement d'au-dessus de nous, enfin en tout cas au niveau des branches interprofessionnelles, etc., il va falloir que ça s'active, en fait. On essaye. Comment j'essaye. Hermine, quelque chose à rajouter? Non, parce que au-delà de l'adaptation au coup de chaleur, déjà les risques physiques et ce qu'on appelle les risques psychosociaux liés aux questions de dérèglement climatique, elles dépassent la question des coups de chaleur, hein, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a aussi les épisodes violents. Nous, dans le côté festival de musique, les Eurocaines en 2022, évacuation du site, des blessés, Delta Festival 2023 à Marseille, ils ont dû annuler une soirée aussi. Voilà, et c'est pas faute d'avoir des équipes météo, etc. Donc on a des risques physiques liés au dérèglement climatique qui sont autres que le coup de chaleur. Effectivement, on parlait de la question de la qualité de l'air aussi. Il y a des festivals de théâtre aux États-Unis, en Californie, qui avaient été annulés. Il n'y avait pas d'incendie, il faisait pas trop chaud, etc. Mais en revanche, au théâtre ou de chant lyrique peut-être, mais où en fait ça mettait en danger les chanteurs et les acteurs que de respirer cet air-là, parce qu'il y avait des vents qui amenaient des fumées. Et donc voilà, tout ça c'est très lié. Je parlais tout à l'heure du fait que le dérèglement climatique, non seulement il interroge nos conditions de travail, mais il interroge la pérennité tels qu'ils sont menés, en tout cas, de certains événements. La question du plein air l'été dans le sud-est, voilà, la question se pose, y compris avant même que ça devienne insupportable et trop dangereux, si tant est qu'on puisse le mesurer, ça n'est plus assurable. Où ça l'est de moins en moins, ou à des conditions économiques de plus en plus difficiles. Alors, c'est compliqué toujours de ramener des sujets économiques alors qu'on est sur des sujets de vie, mais tout ça c'est interdépendant. Et donc ça pose aussi la question de nos métiers et des emplois associés. Et après, sur quels autres enjeux que l'adaptation au coup de chaleur, on parlait atténuation-adaptation tout à l'heure, les actions d'adaptation, elles impactent aussi les conditions de travail, et parfois avec des formidables intentions pour réduire, on vient toucher à des endroits des conditions de travail qui doivent aussi être mises en discussion avant d'être imposées, parce que le sens qu'on croit mettre, mais c'est génial pour tout le monde, regarde, quand on enlève la viande rouge, on diminue de X% le taux carbone du repas, donc on atténue, donc c'est génial. Et ben en fait, en dehors de la question, alors
En l'occurrence, il est possible que ce soit bon pour la santé aussi de manger moins de viande. Mais on vient toucher à quelque chose d'intime chez les gens. On vient toucher à leur moment de pause, à leur moment de plaisir, à leur moment aussi d'être ensemble. Et quand on commence par l'injonction de dire ben non, tu n'auras pas ça, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux, parce que c'est moins de CO2, puis en plus ton taux de digestion sur 3 heures, etc. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, et pourtant, c'est une action. Elle est, ben voilà, c'est bien pensé. Ou quand on dit, on va arrêter l'avion, on va prendre le train. Ben en fait, parfois pour un même trajet, on va passer de 2 heures à 8-9 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le temps de repos, le temps en dehors de chez soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour indemniser ou pas ce temps de trajet? Enfin, dire que moi, j'ai pas de réponse à ces questions. Mais en fait, je connais des endroits, des gens qui ont voulu faire ça en disant mais c'est super. Et les salariés ont dit ben non. Enfin, je sais pas. Moi, normalement, je fais l'aller-retour dans la journée. Là, ça me prend 2 jours. En plus, ça t'a coûté 40% de plus. Tu l'as pas mis sur mon cachet. Ça veut dire que l'argent, tu l'as. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que et c'est simplement et je trouve que c'est aussi la raison pour laquelle ça a été voté à l'unanimité, c'est que ça se met en discussion en fait. Comme dans tout, une décision unilatérale, même pour des très 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 bonnes raisons, elle n'est pas toujours la bonne. Donc, effectivement, le dérèglement climatique, il vient toucher à plein d'endroits. Oui, il y a quelques années ou dizaines d'années, de toutes les manières, partir en tournée, c'était partir 3 mois de chez soi. Aujourd'hui, on part 3-4 jours, on revient, on fait des allers-retours. L'équipe technique fait ce chemin-là, l'équipe artistique fait celui-là. Mais là, voilà, on dit, est-ce que vous voulez continuer à faire vos métiers? Dans la question du ralentissement, elle est là aussi. C'est-à-dire que elle a des points extrêmement bénéfiques de dire si on en faisait moins, mais aller moins vite, c'est aussi moins autrement concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Être plus longtemps de chez soi. Enfin, voilà, je trouve que ça pose toutes ces questions que je ne fais qu'ouvrir sans les régler, mais qui me semblent aussi au cœur de la question de conditions de travail et des règlements climatiques. Alors du coup, il nous reste 2-3 minutes avant de passer aux questions de la salle. 2 dernières questions. Effectivement, en lisant le rapport France Stratégie, il y a un autre rapport en fait qui a abordé le sujet finalement du travail et des conditions climatiques. Et dedans, en fait, le travail du spectacle, les professionnels des arts et spectacles faisaient partie des métiers finalement les moins exposés, selon eux, aux coups de chaleur. Du coup, je voulais savoir quelle réflexion ça pouvait vous amener, surtout quand on voit les cartes derrière vous, où on voit bien la superposition entre les zones qui vont réchauffer énormément et là où il y a le plus festival en fait. Il y a même eu le ministère de la Culture a lancé une cartographie des festivals. Alors, il y a tous les festivals, mais il y en a 7300 en France. Alors, dans les 7300, il y a hiver, été, plein air, indoor, etc. Mais c'est PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes sont les 3 régions où il y a le plus de festivals. Il y en a plus de 900 par an dans chacune de ces régions. Et il y en a à peu près 40% qui sont pendant l'été. Et je pense que tous ceux qui pendant l'été, à part effectivement Avignon, il y a beaucoup aussi de salles. Voilà, c'est une sorte d'héliotropisme du festival. Et donc, effectivement, se dire que la question... Alors, nos métiers ne sont pas que du festival, mais il y a aussi des métiers sous chapiteau. Il y a aussi des arts de la rue. Donc en fait, considérer que les métiers des arts et du spectacle se font dans des salles climatisées, c'est un peu méconnaître tout ça. Voilà. Et puis par ailleurs, on est très dépendant aussi d'autres. Sur un festival, vous le savez, il y a des restaurateurs, il y a des conducteurs d'engins, les conducteurs des tourbus ou des engins pour le fret. Faire 1000 bornes en camion ou en tourbus avec 20 personnes dedans, voilà, on porte la vie des autres travailleurs, etc. Et donc, on est aussi... voilà, moi, je pense qu'on est très climato, non seulement dépendant pour la tenue de nos événements, mais aussi très climato-sensible pour les gens au travail. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des questions que vous avez envie de poser? Oui. Je crois qu'il faut faire tourner un micro. Je vous amène le mien. Bonjour, Yann Anderson, c'était Joey, prestataire technique à La Réunion. Donc nous, la climatologie et la chaleur, on connaît toute l'année. Donc déjà, c'est un petit peu, juste une petite remarque, c'est dommage qu'il n'y ait pas les dom-toms sur la carte et c'est dommage qu'on n'ait pas eu des échanges en amont. La Réunion est très active en termes de culture. On a beaucoup de festivals. Le Sakifo qui est au Prodis doit être connu aussi. Donc ça, c'était une petite remarque et je pense qu'on pourrait peut-être vous apporter déjà des idées, des solutions parce qu'on les applique depuis longtemps.
Moi, j'avais une question sur. On a parlé des salles climatisées. On fait des bâtiments bioclimatiques. Ça existe à La Réunion. Par contre, qu'en est-il de l'émergence sonore? Puisqu'il y a d'autres conférences sur la problématique de l'émergence sonore. Donc ça, c'est un point où est-ce qu'on fait en sorte de ne pas climatiser, d'avoir des salles agréables, ou est-ce qu'on fait en sorte que les voisins puissent dormir à 21h30? Deuxième question, qu'en est-il du public sur l'interdiction, par exemple, des bouteilles d'eau? Je sais pas si vous avez Taylor Swift, 17 octobre. Exactement. Il y a quelques... Oui. Taylor Swift faisait un concert géant au À Rio. Brésil, 17 et 18 octobre, 60 degrés ressentis. Et les organisateurs ont eu la bonne idée de ne pas laisser les gens amener leurs bouteilles d'eau. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas les organisateurs, c'est comme en métropole, on n'a pas le droit de rentrer avec une bouteille d'eau. Les gourdes sont bloquées à l'entrée, donc on parle d'être éco-durable et de transporter sa gourde partout sur. La loi AGEC nous impose effectivement d'apporter nous impose, et tant mieux, pour tout établissement accueillant du public raccorder à un réseau d'eau qui reçoit 300 personnes au moins. Toutes les tranches de 300 personnes, on est censé installer une fontaine d'eau potable gratuite et qui puisse être avec de la signalétique et donc permettre aux gens de boire. Et effectivement, sur les grands équipements, comme les très grandes salles ou sur les grands festivals, il y a des complications avec les préfectures de police qui disent « Ah ben non, votre gourde, c'est une arme par destination ». Et donc, c'est une discussion sans fin entre les organisateurs de festivals ou les gestionnaires de très grandes salles, de dire « Non mais, moi, je veux bien non seulement respecter la loi et permettre aux gens de boire, mais il faut aussi m'autoriser à le faire. » Donc, c'est hyper complexe. Donc, sachant qu'en plus... Pas juste, on veut pas, quoi. Un fan ou une fan va rester devant son crash barrière et ne bougera pas de sa place et si elle n'a pas de quoi s'hydrater. Donc voilà, pour moi, c'est bien de penser à l'adaptation, mais c'est peut-être bien aussi de penser à revoir certaines caractéristiques de nos lois qui s'adaptaient peut-être dans les années d'avant, mais où maintenant, il faudrait peut-être penser au bien-être humain plutôt que chaque fois voir le risque potentiel. La loi, elle est du côté de la gourde. Malheureusement. C'est la préfecture qui n'est pas toujours. Oui, je sais, c'est interdit en tout cas dans les salles. Et il y a un point qu'on a oublié, pardon, parce que je trouve je le lance comme ça, mais parce qu'on parlait de la spécificité de nos métiers et de nos événements. Alors je dis il y a une diversité de métiers et d'événements, évidemment, on ne fait pas tous pareil, etc. Mais parce qu'on parlait du travail, vous parliez du public à l'instant, le fan, et du coup, quel risque lui ou quel sur-risque il va prendre et comment est-ce que l'organisateur va devoir le considérer comme le point de départ. Donc on est des métiers de rassemblement, on est des métiers avec un showtime, donc en fait on pourrait organiser les conditions de travail, mais ça bouge en fonction. Après il y a le public qui fait la queue, machin, les transports, rentrer chez soi. Donc tout dans un temps contraint, sur des lieux qui nous appartiennent pas toujours, et donc on a comment est-ce que je réorganise le chantier sur un festival si en fait il y a le jour d'avant et le jour d'après où je peux pas travailler. Et il y a aussi la question dans les populations, on va dire, qui sont mises ensemble dans l'événement et qu'il faut protéger, et on a la spécificité pour nous de l'intermittence, c'est-à-dire qu'en fait, on a des salariés qui ne sont pas des salariés permanents. Donc, comment s'organise la relation avec l'employeur sur la durée pour la notion du risque, et notamment avec la question de l'exposome, c'est compliqué. La question des bénévoles, ce n'est pas une relation de travail, par définition. Parfois, il y en a 3000. Donc, en fait, quand vous avez 50 000 personnes du public, 3 000 bénévoles, 200 ou 300 personnels intermittents, etc., la question du risque, de la gestion du risque, de la prévention, etc., elle doit se situer à tous ces endroits-là. Et on parlait de dialogue social. La place du bénévole là-dedans, c'est hyper compliqué, en fait. Voilà, pardon, je lance des trucs. Non, mais c'est très bien. Après, voilà, je pense qu'on pourra avoir... ce que je voulais dire au départ, c'est que peut-être venir chercher des ressources à l'île de la Réunion. On a un directeur technique d'une salle qui est juste devant moi, un administrateur des théâtres départementaux qui est juste à côté de moi, le représentant du Sympaz et prestataire qui est moi-même. Et c'est vrai que la chaleur, nous, on l'a pas juste 2 mois dans l'année. Et on a vraiment des solutions qu'on met en place. Et la réflexion qu'on a, elle existe depuis toujours. Et la qualité de vie pour nos salariés, c'est une réalité. Et donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, Christophe Gouin, Marseillais, éclairagiste et au Syntax CGT. Je voudrais intervenir pour dire finalement notre métier c'est quoi? C'est du positif. Et le réchauffement climatique c'est négatif, mais en même temps faut positiver. Quelque part, c'est que on est là pour trouver des solutions. On a un métier magnifique, hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai choisi ce métier parce que j'ai choisi d'être dans ce métier et de faire travailler dans le métier du spectacle. Et à Avignon, j'ai fait Avignon, j'ai fait des festivals un peu partout en France. Et puis j'ai travaillé 10 ans à Disney. J'étais dans un parc d'attractions de la haute consommation de spectacles différentes. Enfin, tout ça pour dire, c'est que je pense quand même, je vais prendre l'exemple du Festival d'Avignon. Et ma question, c'est de dire pourquoi le Festival d'Avignon, finalement, reste à Avignon. Non, mais ce que je veux dire, il y a la prod, c'est le Festival d'Avignon, mais pourquoi pas réfléchir? C'est un exemple, hein. Pourquoi le Festival d'Avignon, il n'est pas en Bretagne Enfin, ce que je veux dire, un accueil différent en fonction du réchauffement climatique et tout ça. C'est-à-dire que c'est une prod d'Avignon, mais il y a le Festival d'Avignon en Bretagne, machin truc, et on emploie des compagnies de Bretagne, du Sud, du Nord et tout ça, avec cette idée du Festival d'Avignon. Et je pense que beaucoup de festivals, il y a ça aussi, et les tournées des spectacles, la consommation, parce qu'on parle du train, choisir le train et l'avion, non, choisir de produire local. Enfin, aussi, on pourrait penser à ça. C'est-à-dire que, au lieu qu'un spectacle se déplace. Ça fait partie, effectivement, des sujets. Oui. Non, mais je veux dire, il y a aussi des choses comme ça. Et, enfin, pour dire, voilà, le réchauffement climatique à La Réunion, bien sûr que c'est des exemples. Et que des gens qui vivent dans ces régions-là peuvent amener des solutions, puisque ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Mais il y a d'autres choses. Le réchauffement climatique, c'est pas simplement la chaleur, c'est aussi le transport. Enfin, je veux dire, pourquoi comment on transporte les choses? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'utiliser du transport tout le temps et faire plus de choses locales? Alors, on va dire, il y a toujours des gens ou des personnes qui vont être transportées pour aller le public. Oui, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut surtout pas renoncer. Surtout pas renoncer. La culture, c'est de la circulation d'idées. Oui, c'est de l'échange, bien sûr. En revanche, on est d'accord. Trouver comment on peut... alors je vais pareil lancer des mots alors que tout ça n'est pas encore en place, mais transporter moins. Soit parce qu'on va diminuer la dose de matériel, soit parce qu'on va on va rééquiper des lieux qui ne le sont pas, soit parce qu'on va mutualiser du matos en local. Enfin, moi, je trouve que j'aimerais bien qu'on pense d'abord à ça, à repenser le bâti, effectivement, en s'inspirant d'endroits où la chaleur existe depuis longtemps. La chaleur et les risques, inondations, tempêtes, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas que sur la chaleur. Et oui, bien sûr que, et de façon très positive et géniale, une occasion de réinvention, de repenser nos métiers, comment on tourne, où est-ce qu'on va, à quoi ça ressemble un festival, est-ce qu'on se remet à l'intérieur, est-ce qu'on change les horaires, est-ce qu'on change les régions, etc. Bien sûr, et il faut positiver, il faut aller vers là. Mais vu qu'on est sur le sujet des conditions de travail et notamment des risques associés, il y a des gens que ça exalte, il y a des gens que ça angoisse terriblement, quoi. L'injonction à dire non seulement faire autrement alors qu'on n'a pas les solutions, enfin on est sur des sujets qui ne sont pas stabilisés, où il faut aller chercher de l'inspiration, mais au niveau systémique global, on ne sait pas bien comment on va réorganiser tout ça. Et puis en plus, il y a aussi, enfin, je reste sur mon truc, mais éco-anxiété, etc. Mais le sentiment, enfin les gens qui se sentent accusés, qui n'entendent pas la proposition de changement et de réinvention des métiers et des modalités de travail, et de changer nos usages, mais qu'ils l'entendent comme une accusation en fait, ça fait 30 ans que tu fais n'importe quoi, mec. C'est difficile. Enfin, voilà, on va pas passer notre temps à plaindre tout le monde, puisqu'on est là en train d'essayer d'identifier les difficultés dans le travail associées à ces questions-là. Je suis d'accord pour mettre du positif et qu'on fasse un métier formidable. Et pour le sauver et pour le faire le plus longtemps possible, en faisant le mieux possible. Mais le changement... l'injonction au changement, c'est aussi complexe à gérer dans les organisations. Alors, je veux bien rebondir là-dessus aussi, parce qu'effectivement, moi, d'ailleurs,
j'utilisais le mot, je reste optimiste parce qu'il faut. Alors, je pense que, et ça me conforte, ton intervention me conforte dans ce que je pense, qu'effectivement, toutes ces questions-là, on est en droit de se les poser et on a même, dans certains brainstorming entre nous, on se dit, mais en fait, le Festival d'Avignon, il faudrait le faire au mois de novembre, etc. Mais bon, le problème n'est pas là, en fait. À mon avis, il- c'est vraiment une réflexion c'est un changement sociétal qu'on est en train de vivre. Enfin, Avignon, je prends cet exemple-là parce qu'on en parlait, mais c'est aussi la résultante d'une politique de décentralisation culturelle, d'un contexte. Pourquoi ne pas déplacer Avignon à Brest? Bah, parce que la mairie d'Avignon subventionne le festival. Non, mais c'est juste pour illustrer que qu'en fait, c'est le modèle qu'il faut interroger. Et pour ça, je pense que la priorité, et je suis aussi d'accord sur le côté, il faut bien sûr, la première des priorités, c'est traiter les anxiétés, enfin, parer au plus pressé, c'est-à-dire essayer de faire ce qu'on peut à notre niveau. Je parle dans mon cas, en tant que responsable technique, responsable d'équipe, c'est d'essayer, bien sûr, dans le contexte qui est le nôtre, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de souffrance possible ou d'exposition au risque. Mais la solution, de toute façon, si elle vient pas d'un changement global de réflexion, ça vient questionner la politique culturelle, le mode de subvention, le mode de financement, les modes de transport. Enfin, et je crois que l'énergie, et moi j'en ai acquis la conviction ce matin, si un festival comme le Festival d'Avignon peut poser de son poids sur lancer une réflexion sur c'est quoi euh, la culture subventionnée en 2026 ou 28 ou 30, ben c'est maintenant qu'il faut s'engager là-dedans parce que c'est un vrai changement radical. C'est pas en faisant tout ce qu'on peut, bien sûr, c'est bien, mais si ça vient pas de plus haut et si c'est pas un changement de paradigme, on est foutu de toute manière. Juste pour revenir sur l'adaptation et parler de nos métiers, il y a un biais et que nos métiers souvent disent, non mais notamment le plein air, le spectacle en général, mais le plein air en particulier, disent mais de toute façon, s'adapter c'est notre boulot. On n'arrête pas voilà, on passe notre temps à nous adapter tout le temps. Le truc, il n'est pas là, le machin, il est en retard, le matériel n'est pas là, etc. Notre vie, c'est s'adapter. Et le risque météo, le risque météo, il fait partie de notre vie depuis 20 ans, c'est le plein air. Et en fait, et c'est ça, là où je vous rejoins, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on appelle la gestion de crise ou les changements à 2-3 ans et l'échelle qu'on doit envisager là, de changement, c'est pas juste. Donc je me dis parfois la capacité, l'habitude d'adaptation de nos métiers, où on s'adapte au jour le jour, à l'heure, à la minute pour que show must go on. Est-ce que c'est une force qui va nous aider à envisager l'adaptation sur le long terme parce que finalement on est peut-être on a peut-être des organisations et des cerveaux agiles, ou est-ce que c'est un biais et qu'à force de s'adapter dernière minute, on ne sait plus se projeter à 10, 15 ans et se dire, voilà, le spectacle, c'est quoi? C'est où? C'est qui se déplace? C'est les artistes? C'est le public? Parce que ces questions se posent, évidemment, mais moi, je trouvais ça intéressant. Pardon. Juste pour finir, parce que je n'avais pas fini totalement, il y a eu un exemple quand même qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. En France, il y a eu 101 théâtres occupés pendant la crise du Covid. Et les gens, il y a eu des débats pendant pas mal de temps, et les gens se posaient cette question-là. Comment avec nos outils de travail, parce qu'on était empêchés de travailler, hein, enfin, les gens du spectacle, dans l'événementiel, c'était pareil. Hein. On en a eu à Marseille, parce que je suis de Marseille, on a eu des discussions là-dessus. Mais je veux dire, ça n'a pas continué. Mais je veux dire, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est ce qui va se passer et ce qu'on devrait continuer à faire. C'est-à-dire que c'est notre outil de travail. Le spectacle, c'est nos outils de travail. Il faut qu'on les adapte et il faut trouver et donner aux gens, que ce soit employeurs ou salariés ou prestataires de services, la cantine, les toilettes et tout, de pouvoir prendre position et de déstresser. Voilà, de se dire, moi, je rentre chez moi, j'ai la tête comme ça, et il faut que je trouve ce temps pour dire ce que j'ai, mon idée par rapport à ce que je ressens et les solutions à y trouver.
Merci beaucoup. Comme on est au bout du temps, peut-être une conclusion par Monsieur Nathan par rapport à ce que vous avez entendu sur le secteur, si vous ne le connaissiez pas. Et sinon, si quelqu'un a autre chose à dire. Mais... Je fais un peu au spectacle. Ouais. Une conclusion, non. Alors, tous les... moi, je plaide pour être éco-anxieux. celui qui n'a... Enfin, cette prise de conscience de cette urgence climatique et de ce qu'elle nous impose, quoi que l'on fasse, ça a été merveilleusement bien dit, les 30 ans qui viennent, on y a droit. Ce qu'il faut, c'est peut-être faire en sorte que, vu l'âge maintenant, c'est mes petits-enfants, que la planète reste habitable. Donc on a une urgence absolue de conjuguer, adapter et atténuer. Mais là, pour les 30 années qui viennent, c'est foutu. Il va faire plus chaud. Ouais, bon. Donc, et plus chaud, et pas que plus chaud. Mais dire cela, c'est pas plaider notre désespérance et on retourne tous dans notre grotte et puis on attend. Non, c'est plus comment on agit. C'est l'action. Et ce qui est formidable, c'est que les réflexions que vous avez, mais c'est l'ensemble du monde du travail qui s'interroge. Sans ces finalités du boulot. Je produis pourquoi? Pour qui? Ma consommation à moi. Donc il y a une problématique individuelle. Et cette problématique individuelle, elle doit rejaillir dans le collectif. Et moi, je trouve ce moment qui doit être exaltant, en fait. Et que peut-être, et certainement, que le modèle économique sur lequel on a bâti, on a épuisé les hommes et épuisé la nature, donc le vivant, dans lequel nous sommes. Ce pourquoi nous avons aussi peut-être à interroger le mot environnement. L'humain, c'est ce qui pourrait nous environner. Non, c'est le vivant qui s'effondre. Et dans l'effondrement, l'humain s'effondre. Et donc nous sommes l'égal des grenouilles. Nous sommes l'égal des... Donc on a quelque chose d'intense là, à sauver. Et donc, et si c'est le travail qui est la cause, notre urgence absolue, c'est de rechercher le travailler autrement. Mais le travailler autrement, il est l'essence même du travail. Parce que depuis la nuit des temps, on recherche le travailler autrement. Et l'essence même du syndicalisme a été de travailler autrement pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs. Et aujourd'hui, c'est le bien-être du vivant. Donc notre raison d'être dans la transformation des situations de travail, c'est pour le vivant. Donc c'est aussi pour la planète. Et dans le même temps qu'on crée le bien-être pour les travailleuses et les travailleurs. Et là, il y a quelque chose, moi, que je plaide comme exaltant. Moi, je trouve qu'aussi, effectivement, je défends beaucoup ça au quotidien, de dire j'ai tellement de chance de travailler sur le sujet, par définition, qui exige la coopération. Et ça, oui, c'est un facteur d'exaltation de se dire, non seulement l'enjeu, c'est le vivant, et c'est nous et notre réinvention, y compris notre rapport au vivant, mais on est sur un sujet de coopération, donc on peut réinventer aussi tous les rapports de travail. Merci à tout le monde. On va s'arrêter là. Et puis, très bonne journée pour ceux qu'on ne vous reverra pas tout à l'heure.